Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet Doppler. L'effet Doppler est un effet que nous avons tous au moins une fois observé dans notre vie. Vous vous souvenez en fait d'une ambulance. L'ambulance s'approche de vous, vous percevez un son. Voilà. Un son qui est fort, un son qui est fort. Et de plus en plus que cette ambulance-là s'éloigne de vous, vous percevez le son qui devient de moins en moins fort. Voilà. Avec le schéma que j'ai fait, voyez-vous, pour l'observateur qui est à gauche, l'ambulance s'éloigne. Donc, il y a la source sonore qui est la source du son qui est liée à l'ambulance. Et ici, celui-là, c'est notre premier récepteur 1, et ici le récepteur 2. Voyez-vous, le son perçu par l'observateur R1, voyez, la fréquence de l'onde sonore reçue par l'observateur R1 n'est pas la même que la fréquence de l'onde sonore reçue par l'observateur R2. C'est pas la même chose. Vous voyez que la fréquence de l'onde sonore, en fait, dépend de la distance qui sépare quoi? Le récepteur de la source. Ça dépend de cette distance. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle en fait l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est donc le phénomène qui tient compte de la variation de la fréquence d'une onde, qu'elle soit lumineuse, acoustique, mécanique ou même électromagnétique, dans la variation de cette fréquence par rapport à la distance qui sépare le récepteur de la source. C'est juste ça que nous allons étudier dans cette vidéo. Mais dans le cas de l'onde, d'une onde électromagnétique, pas dans le cas d'une onde sonore. Donc, nous sommes dans le cas de la transformation spéciale de Galilée. On suppose qu'il y a une source, la source de lumière S, ici, qui est liée au référentiel R, disons même placée au point O, pourquoi pas. Voilà, donc nous avons la source ici de lumière, une source de lumière. Vous voyez, pas une source de son, mais une source de lumière. Vous savez que la lumière est une onde électromagnétique. Donc cette source ici est liée au référentiel R. Et voyez-vous donc, on place un point M quelconque. Vous savez, comme la lumière est considérée comme une onde électromagnétique, voilà, elle a un représentant au point M, un champ en fait électromagnétique en M. Et le champ électromagnétique en M est caractérisé par le vecteur d'onde K en M et aussi par la pulsation oméga. Donc ça, c'est pour l'observateur qui est lié au référentiel R. Comme je vous le dis, les caractéristiques de l'onde électromagnétique dépendent en fait du référentiel. Donc ici, c'est par rapport au référentiel R. Maintenant, qu'en est-il par rapport au référentiel R'? Nous allons adopter quasiment les mêmes notations. Au niveau de R', le champ en M, le champ au point M, sera caractérisé par son vecteur d'onde qu'on va appeler K'. Donc le champ, on peut l'appeler U' en M. Voyez-vous? Donc il y aura son vecteur d'onde qui sera K', voilà, qui sera le vecteur d'onde en quoi? Au point M. Voilà, c'est le vecteur d'onde en M. Et par sa pulsation que je vais appeler oméga'. La pulsation pour le récepteur qui est lié ici au référentiel R'. Donc notre objectif ici, c'est de trouver une relation entre la fréquence nu', voilà, du récepteur et la fréquence nu de la source. Donc nu' ici, c'est la fréquence du récepteur et nu, c'est la fréquence de l'onde électromagnétique pour un observateur qui est lié à la source. Voilà. Donc, quelle relation y a-t-il entre nu' et nu? Maintenant, pour répondre à cette question, on se sert du quadrivecteur onde-pulsation dont j'avais parlé dans la vidéo concernant les quadrivecteurs. Voilà. Donc, on admet que le quadrivecteur caractérisé par le vecteur K et oméga sur C donc, est un quadrivecteur. Donc, K et automatiquement K' et oméga' sur C. Voilà. Ce sont des quadrivecteurs qu'on appelle les quadrivecteurs onde-pulsation. Ces quadrivecteurs sont liés chacun au référentiel R et R' respectivement. Nous savons donc comment passer de l'un à l'autre. On peut passer de l'un à l'autre assez aisément. Je vais ici écrire les formules inverses de la transformation de Lorentz pour passer de K à K'. Je pourrais donc écrire que, voilà,
quand on prend Kx, Ky, Kz et même oméga sur C, voilà, on les trouve en appliquant la transformation inverse de Lorentz. Kx joue le rôle de X, Ky celui de Y, Kz celui de Z et oméga sur C celui de Ct. Donc, vous écrivez Kx égale à quoi? Gamma facteur de. Je sais que la formule c'est gamma facteur de X moins. Donc, ici le X, bon, Kx, comme c'est la transformation inverse, on met un plus. Voilà. Plus la vitesse d'entraînement ici, qui est U, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, je vais mettre plus bêta C, plus bêta CT. Bon, ce qui joue le rôle de CT ici, c'est quoi? C'est oméga sur C. Donc, vous écrivez KY qui est égal à quoi? K'Y, KZ qui est égal à K'Z. Et en fait, oméga sur C qui fait quoi? Donc, oméga sur C, c'est ça qui joue le rôle de CT. Donc, ça fait gamma fois oméga prime sur C. Voilà, mettons, plus quoi? Bêta fois K'X. C'est ça. Donc, c'est juste la transformation de Lorentz inverse que j'ai appliquée ici. Voilà. Maintenant, comme je veux trouver une relation entre oméga, entre nu et nu prime, je vais chercher automatiquement une relation entre quoi? Oméga et oméga prime. C'est pour cela que la dernière relation particulièrement m'intéresse, puisque je veux trouver une relation entre nu et nu prime. Donc, je la prends, la dernière relation. Donc, à partir de la dernière relation, j'écris quoi? J'écris que oméga sur C, donc, bon, on va multiplier par C, ok? Donc, on multiplie par C, on aura oméga égale à quoi? Gamma facteur de. Donc, ici, on aura oméga prime plus bêta C fois quoi? Fois K prime X. Donc, il me faut l'expression de K prime X. Voilà. Et l'expression de K prime X va se faire voir sur le graphe. On suppose que le vecteur donc K prime fait un angle θ prime avec l'axe des abscisses. Ceci me permettrait d'avoir K prime X. K prime X, c'est la projection. Hein? K prime X. On voit que K prime X, en faisant une projection, je permets de voir K prime X comme étant égal à K prime cosine de quoi? De l'angle θ prime. Donc, je vais m'en servir ici et mettre gamma fois quoi? Oméga prime plus bêta C, maintenant fois K prime X qui est égal à quoi? K prime cosine de l'angle θ prime. Voilà. Maintenant, quelle est l'expression du vecteur d'onde à connaître? Il faut savoir que le vecteur d'onde est donné par la norme du vecteur d'onde. K, c'est oméga sur C. Donc, quand vous parlez de K prime en particulier, c'est oméga prime sur quoi? Sur C. Donc, vous allez vous en servir ici. Donc, vous écrivez alors que c'est égal à gamma fois quoi? Oméga prime plus bêta C. Donc, bêta K prime, je remplace par quoi? Comme je l'ai dit, oméga prime divisé par C, cosine de l'angle θ prime. Donc, on fait une simplification et on met oméga prime en facteur, puisqu'il y a oméga prime un peu partout. Donc, je mets oméga prime en facteur. J'obtiens alors gamma plus quoi? Donc, ici. Bon, n'oubliez pas que gamma aussi était en facteur. Hein. Donc, on aura oméga prime fois gamma, bien gamma fois oméga prime. Voilà, qui sera multiplié donc par quoi? 1 plus bêta fois cosine de l'angle θ prime. Donc, ça, c'est oméga. Donc, comme je vais avoir nu prime, je vais tirer oméga prime. Donc, si vous tirez oméga prime, vous obtenez quoi? Donc, vous faites la division. Vous obtiendrez alors oméga prime qui est égal à oméga divisé par gamma fois quoi? 1 plus bêta fois le cosine de l'angle θ prime. Maintenant, quelle relation entre oméga prime et nu? Vous savez en fait que oméga prime est donné par 2pi nu et que oméga lui-même c'est quoi? Oméga prime c'est 2pi nu prime et oméga lui-même c'est 2pi nu. En fait, c'est ce remplacement-là ici. En remplaçant oméga prime par 2pi nu prime et oméga quant à lui par quoi? Par 2pi nu. De ce fait, vous pouvez tirer nu prime comme étant égal à quoi? Donc, vous pouvez tirer nu prime comme tout simplement étant égal à. Donc, nu divisé par gamma fois 1 plus bêta cosinus de l'angle θ prime. Maintenant, bon, je peux remplacer gamma par ça en expression qui est 1 sur la racine carrée de 1 moins bêta carré. Donc, comme il y a l'inverse de gamma, alors la formule qui permet de tirer nu prime en fonction de nu serait. Donc, 1 sur gamma, c'est racine 1 moins bêta carré. Donc, vous aurez nu racine carrée de quoi? De 1 moins bêta carré qu'il faut diviser maintenant par 1 plus bêta
cosinus de l'angle θ'. Nous avons donc une formule qui permet de trouver la fréquence du récepteur en fonction de la fréquence de la source et de l'angle θ' de réception de l'onde vue du référentiel R'. Voilà donc. Maintenant, nous allons traiter un cas particulier, le cas de la transformation, le cas de l'effet Doppler longitudinal. On parle d'effet longitudinal lorsque l'angle du récepteur est nul. On parle d'effet longitudinal lorsque l'angle du récepteur θ' est égal à 0. Dans ce cas, le cosinus de θ' serait égal à cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Et la formule donnerait quoi? La fréquence du récepteur qui est égale à quoi? La fréquence de la source fois la racine carrée de 1 moins bêta carré divisé par quoi? Puisque le cosinus de θ' a donné 1, il va rester juste en bas 1 plus bêta. Donc, je vais faire une simplification appropriée en faisant quoi? Je vais ramener sous la même radicale en écrivant que c'est égal à nu de la source racine carrée de. Donc, on a 1 moins bêta carré qu'on peut factoriser comme 1 moins bêta fois 1 plus bêta. Donc, quand 1 plus bêta rentre sous la radicale, il devient 1 plus bêta le tout au carré. Vous voyez ça? Et nous pouvons donc faire une simplification par 1 plus bêta. Nous permettons d'obtenir la fréquence du récepteur comme étant égale à la fréquence de la source, soit 1 moins bêta qu'il faut diviser par 1 plus bêta qui est sous la radicale. Voilà. Ayant cela, je pourrais donc écrire ça comme nu de la source, soit quoi? Vous savez que la racine carrée est interprétée comme une puissance demi, n'est-ce pas? Donc, vous aurez 1 moins bêta qui sera la puissance demi. Mais comme 1 plus bêta est au dénominateur, quand il remonte, ça va devenir 1 plus bêta exposant moins demi. Et là, nous allons faire l'approximation en prenant bêta. On sait que bêta, c'est la vitesse d'entraînement sur C. Et en travaillant dans le cas où la vitesse d'entraînement, en fait, du référentiel R' par rapport à R est largement plus petit que C. Dans ce cas, on pourra donc approximer bêta comme sensiblement nul. Et on utilisera la formule qui permet de développer 1 plus is puissance n. Sensiblement égal à 1 plus n is lorsque is est comment? Is est sensiblement nul. On va s'en servir ici. Nous dirons que alors la fréquence du récepteur sous cette condition est sensiblement égale à quoi? La fréquence de la source. Donc on écrit ici 1 moins demi de bêta. Et de l'autre côté, 1 moins demi de bêta également. Ce qui correspond à 1 moins demi de bêta le tout au carré. Donc on voit que la fréquence du récepteur est sensiblement égale à la fréquence de la source. Donc 1 moins demi de bêta au carré, ça fait 1 plus 1 quart de bêta carré, étant moins bêta. Maintenant, je peux négliger bêta carré devant bêta. Hein. Vous voyez, bêta carré, vous savez que bêta carré, c'est U carré sur C carré. Et bêta lui-même, c'est U sur C. Vous voyez, entre bêta carré et bêta, qui on peut négliger devant qui? Bien évidemment, bêta carré, puisque C carré là, C carré est très très grand. Hein, très grand. Si vous faites U carré sur C carré, ça serait plus proche de 0 que U sur C seulement. Donc, en gros, je dis que vous pouvez négliger bêta carré devant bêta. Donc, si on néglige bêta carré, alors, devant bêta, nous aurons alors la fréquence du récepteur qui est sensiblement égale à la fréquence de la source, facteur de 1 moins bêta. Si l'envie nous en prend, nous pouvons évaluer la différence entre la fréquence du récepteur et la fréquence de la source. Si on développe, en fait, on a la fréquence de source moins la fréquence de la source fois bêta. Vous voyez donc que la variation de fréquence qui est égale à la fréquence du récepteur moins la fréquence de la source est égale à quoi? Moins la fréquence de la source fois bêta. Vous voyez cela. Donc, si on veut trouver l'écart relatif par rapport à la fréquence de la source, il faut diviser par la fréquence de la source. C'est ça l'écart relatif. Ça serait donc égal à quoi? Moins bêta. Vous voyez? Or, bêta, c'est U sur C. Ici, on peut faire donc une conclusion, c'est que dans le cas où U est positif, U est positif veut dire quoi? Notez que R' est là, R est là. Donc, je dis que U est positif, cela veut dire que R' en fait s'éloigne de R. Vous voyez? U est comme ça. Et si R', voilà, R' s'éloigne de R. Donc, U est positif veut dire que R', voilà, s'éloigne de quoi? De R, tout simplement. Dans ce cas, vous voyez que moins U sur C serait comment? Négatif. Donc, c'est-à-dire que la variation de la fréquence serait négative. Voyez-vous? Ce qui nous permettait donc de dire que dans ce cas, la fréquence du récepteur moins la fréquence de la source est négative. Donc, la fréquence du récepteur est plus petite que la fréquence de la source. Donc, vous devez savoir donc que
Si la source s'éloigne, qu'est-ce que je veux dire? Si le récepteur s'éloigne de la source, voilà, si le récepteur s'éloigne de la source, la fréquence de l'onde reçue par le récepteur est plus petite que la fréquence de l'onde de la source. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, dans le cas où U est négatif, c'est-à-dire que le récepteur se rapproche de la source, donc R' se rapproche de R en ce cas. Dans ce cas, la variation ne serait pas négative, mais plutôt positive. Donc, la fréquence du récepteur serait supérieure à la fréquence de la source. Notez que, si vous voulez, la longueur d'onde est donnée par, voilà, C sur la fréquence. Hein. Donc, si vous voulez comparer les longueurs d'onde, vous écrivez que C sur nu R est supérieur à C sur nu S, c'est-à-dire que vous verrez que lambda R est supérieur à lambda S dans ce cas, alors que dans ce cas-ci, lambda R est plus petit que lambda S plutôt. Donc, vous voyez que on peut savoir si une source s'éloigne ou pas en observant juste le signe de delta nu, en observant juste la variation de fréquence. Donc, si jamais vous remarquez que la fréquence du récepteur est plus petite que celle de la source, comprenez par là que le récepteur s'éloigne de la source. Et dans le cas où la fréquence du récepteur est plus grande que celle de la source, comprenez par là que le récepteur se rapproche de la source. C'est comme ça que vous pouvez appliquer cela dans le cadre de l'effet Doppler longitudinal. Bon, l'effet Doppler transversal, voilà, c'est aussi un cas que l'on pourrait vous demander d'étudier, le cas de l'effet Doppler transversal. Dans ce cas, on parle d'effet Doppler transversal lorsque l'angle θ du récepteur est égal à pi demi. Voilà. Donc, il faut prendre θ' égale à pi demi, ce qui fait que le cosinus de θ' serait nul. Et donc, la formule qu'on avait obtenue pour la fréquence du récepteur va donner quoi? Donc, comme ici, cosinus de θ' serait nul, on aurait 1 au dénominateur. Donc, la fréquence du récepteur serait égale à la fréquence de la source fois la racine carrée de 1 moins bêta carré, tout simplement. J'espère que vous avez suivi et aimé la vidéo. Je vous demande de reprendre tout ce qui a été fait de A à Z pour mieux comprendre. On se dit donc à la prochaine.